tour à l'élection présidentielle. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours introduits contre la candidature du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Enfin, au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères a procédé au lancement des activités de l'organisation du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique prévu en décembre cette année. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. À Sao Tomé et Principe, après l'annulation de la victoire dès le premier tour d'Evaristo Carvalho, le gouvernement a annoncé ce jeudi la tenue le 7 août d'un second tour à l'élection présidentielle. Selon les résultats définitifs publiés ce lundi soir par le tribunal constitutionnel, le président sortant Manuel Pinto da Costa est qualifié pour le second tour avec 24,83% des voix derrière Evaristo Carvalho, 49,8%, le candidat du Premier ministre Patrice Trovoada. Mais dans un premier temps, la commission électorale avait publié des résultats provisoires qui donnaient la victoire à Evaristo Carvalho avec 50,1% des voix dès le premier tour avant de se démentir et d'annoncer un second tour, aucun des candidats n'ayant finalement obtenu la majorité absolue. D'une présidentielle à une autre, au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours introduits par des opposants contre la candidature du président Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Rappelons que ces derniers avaient saisi la Cour le 18 juillet dernier afin de faire invalider la candidature du président sortant qu'ils qualifient d'inéligible. Les détails dans ce reportage. Dans une décision datée du 25 juillet, la juridiction suprême qu'est la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les recours de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine Jean Ping, l'ex-président de l'Assemblée nationale Guy Zoumandama et de l'ancien ministre Pierre Claver Maganga Moussavou contre la candidature du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 27 août. Non seulement l'acte de naissance incriminé n'a pas été produit au dossier soumis à l'examen de la Cour, mais en outre, celle-ci ne peut pas se prononcer sur la validité des actes d'état civil qui relèvent de la compétence des juridictions de droit commun, s'est-elle justifiée. La Cour constitutionnelle représentait l'ultime recours légal possible et une fois rendues, ces décisions sont sans appel. Pour mémoire, les détracteurs du président Ali Bongo Ondimba affirment que ce dernier, élu en 2009 à la mort de son père, est un enfant nigérian adopté par l'ex-président Omar Bongo à la fin des années 1960 et l'accuse d'avoir falsifié son état civil. Selon cette thèse, il ne peut pas être président en vertu de la Constitution qui impose d'être né gabonais. Or, la Cour constitutionnelle avait validé mi-juillet 14 candidatures, dont celle d'Ali Bongo Ondimba. À moins d'un mois du scrutin, pouvoir et opposition multiplient les escarmouches, laissant craindre une campagne tendue dans ce pays, réputé calme de 1,8 million d'habitants. Samedi dernier, un rassemblement pacifique de quelques centaines d'opposants à Libreville a été violemment dispersé par les forces de l'ordre. Au Cap-Vert, le président Jorge Carlos Fonseca a annoncé ce mercredi, lors d'une cérémonie publique, être candidat à sa propre succession au scrutin du 2 octobre prochain. Ses fonctions de chef de l'État seront désormais assurées par le président de l'Assemblée nationale, Jorge Pedro Mauricio dos Santos. Selon des analystes, Fonseca part favori au scrutin en raison de sa popularité et du fait que l'actuel Premier ministre, Ulysse Correa E. Silva est de son parti. Ce dernier, vainqueur des dernières législatives, a prêté serment le 22 avril, mettant fin à la cohabitation qui existait depuis 2011 avec le PAICV, formation désormais dans l'opposition qui n'a pas encore annoncé de candidat au scrutin. Rappelons qu'avant les présidentielles, le pays organisera des élections municipales le 4 septembre. Dakar est à pied d'œuvre dans l'organisation de son forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu en décembre cette année. Elle sera consacrée, comme les deux précédentes éditions, à la proposition des pistes de solutions
face à l'extrémisme violent, la criminalité internationale organisée et la prolifération des armes. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a procédé ce mardi au lancement des activités de l'organisation de ce rendez-vous prévu à Dakar en fin d'année. Tchèque Berthe pour le point. La 3e édition du Forum international de Dakar sera nul d'autre la rencontre de la maturité pour ces rendez-vous continental sur la paix et la sécurité en Afrique. Il s'agira par ces forums, prévus les 5 et 6 décembre prochains, d'approfondir les dialogues stratégiques entre les Africains, d'animer des réflexions pour une vision partagée des Bénins sur le continent et d'étudier les réponses les plus appropriées pour faire face aux défis du moment. Il ne s'agit pas tout simplement de produire des réflexions, mais il faut que ces réflexions soient opérationnelles. Et l'ambassade de France l'a rappelé. Immédiatement après la 2e édition, il y a eu les attentats en France. Et nous avions également lors des réflexions, mais presque dessiné les contours futurs des actions terroristes. Aujourd'hui, les actions terroristes se sont diversifiées, sont devenues des actions beaucoup plus scientifiques, se sont adaptées aux stratégies de riposte. Donc il faut qu'on réfléchisse. À chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, il faut qu'on en tire les leçons. Qu'on voit comment anticiper, comment prévenir. Lutter contre le terrorisme, ce n'est pas une lutte facile, ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une guerre de position. Il ne suffit pas d'avoir l'arme nucléaire pour pouvoir combattre le terrorisme. Donc il faut qu'on réfléchisse. Et c'est une réflexion africaine, mais mondiale. Parce que nous accueillons des experts venant de partout à travers le monde. Pour le chef de l'État sénégalais, l'ambition est de faire de Dakar un lieu inédit d'échange autour des questions de sécurité sur les continents. Le thème retenu pour la rencontre de cette année est l'Afrique face à ses défis sécuritaires, regards croisés pour des solutions efficientes. Environ 15 chefs d'État africains seront présents pour la rencontre, de même que quelques ministres des Affaires étrangères du continent et leurs homologues de la défense, mais aussi des experts africains, européens et américains, des militaires et des journalistes. Ce journal se poursuit au Bénin. L'école doctorale des sciences agronomiques vient d'enrichir l'univers de l'agronomie de nouvelles compétences. À la disposition de l'État et des contribuables, elle met 83 docteurs en sciences agronomiques, tous détenteurs de leur parchemin de fin de formation dans divers domaines susceptibles d'apporter une contribution appréciable en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Plus de précisions avec le professeur titulaire à la faculté des sciences agronomiques et directeur de l'école doctorale des sciences agronomiques, Philippe Lalaye, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Dorissou. Leur sortie vient de combler un grand vide parce que chacun d'eux a travaillé sur des thématiques réelles, sur des problèmes réels de notre pays. Il y a des spécialistes bien formés en ce qui concerne la gestion des ressources animales. Il y a des spécialistes qui sont formés dans le domaine des ressources naturelles. Il y en a qui sont formés également en sciences agronomiques, mais beaucoup plus spécialisés pour tout ce qui concerne la socio-économie rurale. Nous avons la filière qui concerne la production végétale, toutes les filières agricoles en termes de production végétale, maïs, manioc, toutes nos spéculations. Le gain pour le Bénin, c'est le gain positif. Ils vont permettre d'améliorer la production à tous les niveaux. Ils vont permettre de mieux gérer les ressources naturelles. Ils vont permettre de mieux vendre, de mieux valoriser les ressources qui sont produites et sont en mesure d'apporter une contribution appréciable pour l'atteinte des objectifs en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Parlons santé. Dans cette édition, la communauté internationale a célébré ce jeudi la journée internationale contre l'hépatite. Au Bénin, où environ 1 300 000 personnes sont atteintes de l'hépatite, la journée a été marquée par un atelier d'information sur la maladie au profit du personnel de santé. Une rencontre organisée par l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales. L'édition 2016 de la journée mondiale contre l'hépatite a été placée sous le thème « Connaître l'hépatite et agir maintenant ». Reportage. Le Bénin paie un lourd tribut aux hépatites. Environ 1 300 000 personnes sont atteintes de cette maladie, tandis que 95% d'entre elles ne le savent pas.
C'est donc pour faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et fournir des axes d'action pour lutter contre que la Journée mondiale contre l'hépatite a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé. L'édition 2016 de cette journée a été à Cotonou une occasion pour l'Alliance béninoise des organisations de la société civile de lutte contre les hépatites virales à Bocheville d'organiser plusieurs activités afin d'informer par rapport à la maladie. Des enseignements post-universitaires au profit du personnel de santé sous le contrôle scientifique de la Société nationale de patho-gastro-entérologie. Le dépistage gratuit de l'hépatite C à Cotonou, Porto Novo, Nati Tengu et Parakou. La Journée mondiale contre l'hépatite vient à point nommé pour rappeler l'ampleur du fléau. Selon l'OMS, les hépatites B, virales B et C, sont la deuxième cause de décès du fait des maladies infectieuses de l'adulte après le sida. Quelqu'un qui est atteint de cette maladie que pendant 20 ans, silencieusement, développer ce problème de santé. Et c'est après, à travers des complications, cirrhose, cancer de foie, que l'on se rend compte de cette maladie. Les hépatites virales représentent un risque majeur pour la santé dans le monde, avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette affection chronique. Pour finir, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lance un cri d'alarme. L'objectif est d'obtenir une aide d'urgence agricole pour 10 pays d'Afrique australe, ces derniers étant menacés de sécheresse par le phénomène climatique El Niño. Ce cri de cœur de la FAO fait suite à un appel humanitaire régional de la communauté de développement d'Afrique australe lancé le 26 juillet. Le président du Botswana a estimé à 2,7 milliards de dollars la somme nécessaire afin d'aider à relancer tous les secteurs de l'économie régionale suite au phénomène El Niño. Le plan d'intervention de la FAO couvre potentiellement 23 millions de personnes dans les pays touchés. La sécheresse précédente et l'actuelle ont réduit la capacité des agriculteurs de retourner à la terre, de planter et d'élever leurs animaux de la même façon qu'avant. Donc nous envisageons une sécheresse qui s'ajoute à la sécheresse précédente et cela a réduit la capacité des agriculteurs à faire face. Je pense qu'il est essentiel que nous essayions de mettre fin aux urgences cycliques en Afrique australe. Ça arrive tous les 2 ou 3 ans en Afrique australe. C'est la plus grave depuis 35 ans. Nous avons un besoin urgent de produits agricoles pour la prochaine saison à partir d'octobre dans de nombreux pays. Si nous n'obtenons pas ces produits de base, la prochaine récolte sera aussi compromise. La mauvaise récolte générale a exacerbé les cas de malnutrition chronique dans la région. Plus de 640 000 décès au sein du bétail et liés à la sécheresse ont été enregistrés en raison d'épidémies et du manque de pâturage et d'eau. Selon la FAO, l'impact d'El Niño et les effets de la sécheresse devraient atteindre leur paroxysme d'ici mars 2017. En conséquence, elle appelle à investir afin d'équiper les communautés pour qu'elles puissent produire des semences et du fourrage résistants à la sécheresse et utiliser des technologies intelligentes face au climat, telles que l'agriculture de conservation. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce cri d'alarme de la FAO que se referme cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur SICA.